La caméra de vidéosurveillance est devenue un espèce d'alibi politique pour rassurer la population, en gros, et gérer le sentiment d'insécurité instrumentalisé par ailleurs, et prétendre en fait protéger la population en installant des caméras. Le coût financier est largement pris en charge par l'État, sans parler de la surcouche algorithmique. Depuis 10-15 ans, ça se compte en plusieurs milliards d'euros. L'enjeu politique, c'est de se poser la question de ce qu'il advient d'une société massivement surveillée, en fait. Glisser d'un régime libéral où la police surveille à titre légitime en respectant le droit à un régime fasciste qui abuse de ce pouvoir, la frontière est fine. Je pense que politiser, se mobiliser, ça marche, mais je suis aussi obligé de constater qu'on est trop peu à le faire et que globalement, le contexte politique médiatique dans lequel on mène ces luttes se détériore. Donc quoi qu'il arrive, participer à ces mobilisations, participer à résister, se mobiliser, ça compte même dans ce contexte très adverse, c'est important de le faire. Bonjour, je suis Félix Tréguer, retrouvez-nous dans Trench Tech pour parler de technosurveillance. Connectons nos esprits critiques pour une tech éthique. Où sont ces putains de flingues? Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Quoi? Va te faire foutre. Vos infractions répétées au code de moralité du langage m'ont contraint à prévenir les services de police de San Angeles. Veuillez s'il vous plaît rester où vous êtes pour recevoir votre blâme. Ouais, c'est ça. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Salut à toi, et puis aussi à toi, Cyril Chaudreau au micro, toujours accompagné de Mick Lévy. Salut à toi, salut à toi, salut à tous. À toi qui nous écoutes peut-être dans la rue, dans ton salon, toi qui nous regardes aussi derrière ton écran, et bien peut-être le fais-tu toi-même devant une caméra de surveillance. Et si on te disait que cette caméra n'est pas juste posée là, mais qu'elle t'analyse, qu'elle anticipe ton prochain geste, qu'elle te classe, voire même qu'elle te colle direct une amende quand tu jures. Bordel de merde. Oh là là là. Oh là là, l'extrait de Demolition Man qui ouvre cet épisode avait de quoi nous faire sourire en 1993, librement inspiré du meilleur des mondes d'Huxley. La technosurveillance s'invitait partout, y compris pour faire respecter un code de moralité du langage. Tu te rends compte, Mick ? Rien que ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne parle plus ni de science-fiction, ni de tes dernières vacances en Chine ou au Venezuela, ou encore en Géorgie. Non. Je te parle, mais de la réalité, mon gars. La tienne, la mienne, la nôtre, et dès aujourd'hui, y compris ici en France. Les outils de surveillance algorithmique sont déjà déployés et leurs industriels, comme certains de nos politiques, rêvent même de reconnaissance faciale en temps réel. Ouais, comme en Russie. Alors pourquoi ? Pour notre sécurité, pardi. Alors aujourd'hui, on ouvre les capots et on dévoile les deals publics-privés et on pose la vraie question. En tant que citoyen, peut-on encore choisir entre sécurité algorithmique et libertés individuelles ? Et pour ça, eh bien, qui de mieux que Félix Tréguer, chercheur, militant et auteur, entre autres, de Technopolis aux éditions Divergentes en 2024. Bonjour Félix. Bonjour, salut à tous les deux. Salut Félix. Comment vas-tu ? Ça va pas mal, malgré les temps qui courent. Ça va pas mal. Ok. Oui, par les temps qui courent. Allez, ça donne le ton. Je vais rapidement faire les présentations. Félix, tu es à la croisée des luttes numériques et du droit. Tu viens des sciences sociales. Tu intègres la Quadrature du Net en 2009. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la Quadrature du Net, c'est une association de défense bien connue et de promotion des droits et des libertés sur Internet. Mais tu es aussi chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et tes travaux portent notamment sur l'histoire politique d'Internet, les pratiques de pouvoir comme la censure ou encore la surveillance des communications et la gouvernementalité algorithmique de l'espace public. J'ai bon ? C'est ça, tout à fait. Pas d'infraction au code moral du langage bon. ni de ta bio. Laissez passer. Nickel. Alors, juste avant de nous lancer, j'ai 2 dernières recommandations pour toi qui transpires d'avance de savoir à quel point ton quotidien est fliqué ou non. Alors, d'abord, au cœur de cet épisode, tu pourras souffler avec la nouvelle chronique de Geraldo Lubovic. Alors, pas sûr que tu souffles des masses. On refait la tech, qui refait surtout le portrait des hypocrites commentateurs de la tech. Et deuxièmement, reste bien avec nous jusqu'au bout de l'épisode, peut-être le sais-tu, mais on fera un débrief, juste Mick et moi-même, des grandes idées qui auront été débattues pendant cet épisode. Je sens qu'on va encore se régaler. Exactement, et c'est d'ailleurs parti pour le grand entretien. Technosurveillance, notre sécurité vaut-elle la démolition de nos libertés ? Vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors Félix, peut-être pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon de la boîte à outils de la technosurveillance ? Et je crois qu'en France, en l'occurrence, on n'est pas très en retard dans ce domaine-là finalement.
Non, si on parle du contexte français, en effet, ces dernières années, on a vu le déploiement de nouvelles technologies de surveillance dans les pratiques de la police. Celle qui est sans doute la plus notable et la plus importante, c'est la vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire le croisement de l'intelligence artificielle avec les caméras de vidéosurveillance qu'on compte, il y en a pas loin de 100 000 dans les rues françaises installées par les pouvoirs publics. Ça exclut donc les caméras privées installées par les commerces. Donc les communes en France ont installé environ 90 000 caméras sur la voie publique. Et de plus en plus, on voit ces caméras couplées donc à l'IA pour analyser les flux de vidéosurveillance pour tout un tas d'applications. L'une d'entre elles étant, même si elle n'est pas à l'heure actuelle autorisée, la reconnaissance faciale en temps réel. On y reviendra sans doute. Il y a aussi des outils de police prédictive. En fait, c'est ça qui change parce que du coup, il y a toujours eu des caméras sur la voie publique, mais je pense il y a une inflation visiblement du nombre de caméras. Et puis surtout, il y a la capacité à traiter toutes ces images de façon algorithmique, automatisée et parfois en allant jusqu'à du temps réel. C'est ça qui change par les temps qui courent. Ouais, tout à fait. Alors après, tu dis ça a toujours été le cas. Non, la vidéosurveillance, c'est depuis les années 90. En réalité, c'est pas si vieux. Mais depuis les années 90, en effet, entre les différentes formes de suivi biométrique et de fichage biométrique mises en place, notamment après les attentats de 2001, l'arrivée de l'IA en lien avec la vidéosurveillance, c'est donc cette vidéosurveillance algorithmique qu'on appelle aussi VSA. En lien aussi avec le développement des drones qui s'installent dans les pratiques de la police. C'était près de 800 arrêtés d'autorisation en 2024 par les forces de l'ordre, notamment pour surveiller les manifestations. C'est vraiment un usage qui se banalise alors qu'il avait été présenté là encore comme censément exceptionnel pour des situations d'ampleur. Je parlais de la reconnaissance faciale. On pourrait aussi. Pardon ? Tu allais parler de police prédictive, je crois, juste avant. Ouais, la police prédictive, c'est donc des outils qui ont été expérimentés en réalité, qui en France, à l'heure actuelle, ne sont pas déployés à grande échelle. On a fait un rapport avec la Quadrature du Net l'an dernier qui portait notamment sur des expérimentations menées par la Gendarmerie nationale. Et l'idée en général de ces systèmes, c'est de croiser des données sociodémographiques, les données de la délinquance, pour essayer d'orienter les patrouilles vers les zones censément à risque. Là où on estime qu'il y a un risque que des infractions soient commises. En croisant tout un tas de données, c'est très opaque. Il y a eu assez peu de communication sur la portée de ces expérimentations qui ont été conduites. Il y a un vrai risque aussi de renforcer la discrimination et la surpoliciarisation de certaines données, parce qu'on connaît bien l'effet de feedback loop lié aux IA, c'est-à-dire que plus de données concernant un quartier déjà en proie à des formes de surpoliciarisation fait que l'algorithme va recommander à la police d'aller patrouiller dans cette zone, et donc ça renforce ces effets-là. Entre autres problèmes que pose. Ça crée des prédictions autoréalisatrices qui finalement amènent les problèmes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, peut-être que celles et ceux qui nous suivent ont regardé Minority Report dans leur vie. On n'est pas tout à fait dans le schéma de Minority Report. On est plus dans une acception big data où on prend plein de data points qu'on croise entre eux pour pouvoir avoir une plus forte probabilité, en tout cas prédire une plus forte probabilité qu'il va se passer un truc, un cambriolage, etc. C'est très en vogue aux États-Unis depuis déjà des années. Tu nous dis que la Gendarmerie nationale en France a tenté d'utiliser ces algorithmes, ou les utilise, mais c'est peu efficace. A priori, l'expérimentation a pris fin il y a 2-3 ans. Il y a eu des annonces sur le fait qu'elle allait être remise en selle, enfin plutôt pérennisée. En fait, c'était une expérimentation d'un système qui s'appelait PAVED, c'était son acronyme. Et ça concernait les vols de voitures et les cambriolages de maisons. Et donc ils envoyaient des patrouilles, c'est ça, dans les zones. En fait, l'algorithme présentait des zones géographiques à l'échelle d'un quartier, par exemple, en rouge, en disant là, il y a un fort risque que des infractions de ce type soient commises. On n'a jamais vraiment vu les rapports d'évaluation. Il y a des bruits, des remontées assez contradictoires sur l'efficacité de ces systèmes. Ça servait sans doute beaucoup d'outils de management, en fait, plus que d'outils. En fait, il y a aussi des retours comme quoi ça a réinventé un peu l'eau chaude, c'est-à-dire que ça a donné un vernis scientifique et algorithmique à des savoirs que les policiers avaient déjà. Par expérience, c'est ça ? C'est ça. Et l'ancien directeur de la Gendarmerie nationale, il y a quelques mois, avait annoncé le retour en fait de ce système pour l'étendre à toutes les interventions de la Gendarmerie nationale. Donc la tentation est là. Mais en France, il y a encore sur certains types de technologies des réserves au sein même de l'État et des formes d'auto-contrainte, d'auto-retenue, de prudence, qui n'est pas franchement caractéristique de la mouvance et de la direction historique qu'on prend, mais il y a quand même quelques réserves encore qui font que des rapports de force internes aux administrations empêchent le déploiement de certains de ces systèmes. Et le dernier outil que je voudrais mentionner dans ce panorama très large et pas exhaustif, mais qui est quand même important de mentionner, c'est ce qu'on appelle les spyware, donc les outils d'intrusion informatique où en fait on envoie un virus sur votre smartphone ou votre ordinateur
pour être en mesure de capter à distance tout un tas de fichiers, ce que captent vos périphériques, la caméra, le micro, ce que vous tapez sur le clavier. C'est des outils qui se développent depuis une dizaine d'années, qui ont été autorisés d'abord dans un cadre judiciaire, puis pour le renseignement. Et en fait, du fait du recours croissant au chiffrement bout à bout dans nos messageries, Signal, même WhatsApp et des systèmes comme ça, où en fait la capacité à intercepter les communications alors qu'elles traversent le réseau a été un peu empêchée ou freinée par le déploiement de ce chiffrement. Il y a des nouvelles approches qui consistent à donc infecter les téléphones pour aller à la source avant même que les contenus soient chiffrés et transmis sur le réseau pour espionner nos communications. Alors ça, on a beaucoup entendu parler des technologies israéliennes en particulier sur ce sujet-là et que ces technologies étaient même utilisées par des gouvernements, etc. Est-ce qu'on a des preuves qu'en France, il y ait ce type de technologie qui soit assez avancée finalement, les spyware, et surtout assez secrètes par essence, qui soient utilisées et peut-être aussi utilisé à grande échelle? Est-ce qu'on en sait quelque chose finalement par rapport à ça? Alors, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a assez peu d'informations qui transparaissent, mais on sait du fait des rapports notamment de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est une espèce de, j'allais dire CNIL, mais en fait elle a beaucoup moins de pouvoir que la CNIL encore, mais qui est la Commission de contrôle des services de renseignement et des mesures de surveillance qu'ils mettent en place, que par exemple dans le champ du renseignement, c'est 4000 autorisations l'an dernier d'installation de spyware, donc c'est quand même assez massif. Et dans le cadre des enquêtes pénales, ça s'est aussi développé. La différence, a priori, de ce qu'on sait en France, en tout cas de ce que disent les personnes en fonction au sein de l'État, c'est que l'idée, c'est de rester sur des solutions souveraines. Et donc, a priori, c'est la DGSI, les services de renseignement intérieur, qui développent ces outils, parfois en lien avec des prestataires externes, mais ils n'achètent pas directement à des entreprises comme NSO, l'entreprise israélienne à laquelle tu faisais référence, ou d'autres, qui est effectivement un marché énorme qui s'est constitué ces dernières années. En France, il y a l'idée de... Quand on sait que la DGSI a bossé avec Palantir, c'est pas forcément plus rassurant. Non, voilà. Donc là encore, on voit des mouvements un peu contradictoires. Mais justement, venons-en peut-être aux décisionnaires. Alors, les commanditaires et les décisionnaires. Qui décide, si on récapitule ce que tu viens de nous dire, globalement, vidéosurveillance et puis augmentation par l'IA, et on va y revenir parce qu'il y a cette notion quand même d'IA en temps réel, en tout cas de reconnaissance faciale en temps réel, et donc il faudra qu'on revienne là-dessus. Quelque chose qui est totalement invisible, donc les fameux spyware, et puis autre chose, mais qui semble un petit peu bancal, donc la police prédictive. Qui, à un moment donné, commande l'installation de caméras, je pense qu'il faut repartir de là, qui décide que ces caméras vont être connectées à un système de reconnaissance faciale, et idem pour l'utilisation de drones, de spyware. Donc, qui prend ces décisions? Est-ce que c'est à l'échelle très locale? Est-ce que c'est plus national? Comment ça se passe? En fait, il faudrait déplier selon les différents cas, les différentes technologies, parce qu'à chaque fois, les schémas sont un peu différents. Si on prend par exemple la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale. Marquant, Pour la vidéosurveillance, typiquement, c'est beaucoup à l'échelle des villes que ça se fait. En réalité, j'allais revenir sur l'aspect programmatique, c'est-à-dire qu'on voit notamment dans les livres blancs du ministère de l'Intérieur qui sont publiés tous les 5-6 ans, déjà une mise à l'agenda en fait de l'idée qu'on va déployer les nouvelles technologies de surveillance dans les pratiques de la police. Par exemple, en 2011, il y a un livre blanc piloté par un préfet Michel Gaudin et Alain Bauer, le criminologue assez célèbre, qui appelle à l'usage de la reconnaissance faciale en lien avec les fichiers de police. Et en fait, ça va ensuite ruisseler quelque part dans les programmes de financement de la recherche. Donc, par exemple, des organismes comme l'Agence nationale de la recherche, comme les programmes de recherche de la Commission européenne. Ensuite, il y a tout un tas d'agences parapubliques ou publiques qui vont financer, subventionner des expérimentations de ces technologies une fois qu'elles sont sorties des laboratoires. Donc, en réalité, dans la fabrique, disons, technique et scientifique, la mise à l'agenda, il y a déjà, en fait, une grande partie de la décision finale qui est quelque part prise, parce qu'en réalité, une fois qu'on a inondé le secteur de l'industrie de la surveillance de dizaines, de centaines de millions d'euros pour développer des technologies, il faut les rentabiliser. Et donc, ça suppose en aval que le législateur, que le gouvernement fasse le job de prévoir un minimum de base juridique, ou en tout cas encourage le déploiement opérationnel de ces technologies. Pour revenir à l'exemple de la vidéosurveillance et de la VSA, ça se passe beaucoup à l'échelle des communes. En fait, en France, le modèle de déploiement de la vidéosurveillance c'est construit autour de la commande publique, des marchés publics, des communes, des municipalités. Le parc de 90 000 caméras de vidéosurveillance à l'échelle du territoire français, en fait, il est administré par les communes directement, avec tout un tas d'accords pour que la police nationale ou la gendarmerie nationale ait accès à des images. Mais en fait, ces infrastructures, elles sont déployées à l'échelon local par les villes. Donc c'est monsieur ou madame le maire qui commande les caméras. Et qui finance du coup? Alors qui finance? L'État à hauteur d'environ 50%, sous Nicolas Sarkozy.
à la fin des années 2000, il y a tout un programme de subvention de la vidéosurveillance qui est mis en place et qui va en fait abaisser le coût budgétaire pour les communes et faire en sorte que la caméra de vidéosurveillance est devenue un espèce d'alibi politique très commode pour les élus de dire pour rassurer la population en gros et gérer le sentiment d'insécurité instrumentalisé par ailleurs et prétendre en fait protéger la population en installant des caméras. Le coût financier est largement pris en charge par l'État avec d'ailleurs beaucoup d'opacité sur les sommes, mais en gros si on extrapole un peu les quelques chiffres qui sont donnés justement en lien avec ces marchés publics locaux, la vidéosurveillance en France, sans parler de la surcouche algorithmique, depuis 10-15 ans, ça se compte en plusieurs milliards d'euros. Donc, c'est des sommes colossales. On voit bien que c'est un gros marché, un gros business derrière. Et si on rajoute la couche algorithmique, du coup, elle intervient à quel moment, cette couche algorithmique? Mais là, c'est depuis 5-6 ans. Et souvent, en fait, nous, la manière dont on a commencé à la Quadrature du Net à documenter l'arrivée de la VSA, c'est en s'intéressant justement à des marchés publics lancés par les communes, où en fait, en faisant des demandes d'accès aux documents administratifs, on se rendait compte que les marchés publics autour de la maintenance ou de l'extension des parcs de vidéosurveillance, s'accompagnait souvent de propositions de la part de ce qu'on appelle les intégrateurs. C'est en gros les boîtes qui installent et qui s'occupent du parc de caméras de vidéosurveillance. Eux venaient en fait acheter à des prestataires externes, souvent une boîte israélienne comme Briefcam par exemple, les algorithmes et les proposaient comme un service supplémentaire dans le cadre de la passation de marchés publics en fait, ou du renouvellement de contrats existants. Oui, c'est ce que tu expliques d'ailleurs dès le début de ton livre, Technopolis. On est plongé directement dans ce sujet-là. Revenons-en à Briefcam d'ailleurs, parce que c'est un nom qu'on entend depuis quelques temps, qui revient assez régulièrement. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a un certain nombre de communes qui avaient fait des tests justement de vidéosurveillance algorithmique il y a déjà quelques années. Je pense notamment, je crois que c'était Nice, non? À Nice, je crois que Nice fait partie des champions de la vidéosurveillance. Nice est cher à mon cœur. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te regarde. C'est ma ville de naissance, c'est encore ma ville de cœur. Et je peux te dire qu'effectivement, quand tu vas à Nice, tu vois bien qu'il y a de la vidéosurveillance omniprésente. Et peut-être que tu peux nous raconter comment ce test grandeur nature a eu lieu. Et parce que je parle de ça simplement parce que je crois que c'était Briefcam qui était derrière. Et je précise d'ailleurs que Briefcam, je crois, est une filiale de Canon. C'est ça, à la base, c'est une boîte israélienne qui a été rachetée par le groupe Canon, qui est principalement japonais, je crois. Et qui équipe environ Briefcam 200 villes françaises. Donc c'est quand même colossal, c'est le leader du secteur. Ils ont tout un tas d'applications qui permettent par exemple de concaténer en fait tout un tas imaginons par exemple une caméra à une intersection qui a 24 heures d'archives. Le logiciel va permettre de faire une requête où on va isoler toutes les scènes où des véhicules rouges, même de tel modèle de voiture, flash sous la caméra. Donc ça fait gagner un temps fou. Ça permet aussi de retrouver des individus à partir de critères comme la couleur de leurs vêtements, leur taille, leur sexe, leur âge, sans même faire de la reconnaissance faciale, qui est aussi une fonctionnalité intégrée dans le logiciel, mais a priori normalement pas utilisée en France, même s'il y a des indications sur le fait qu'elle l'a été de manière ponctuelle et complètement dérogatoire au droit. Donc 200 villes françaises. Nice, c'est pas clair. Je crois que ça a été expérimenté à un moment. Il y a aussi une autre société israélienne qui fournissait un système de vidéosurveillance algorithmique qui était Anyvision, qui a été aussi utilisé pour l'expérimentation de la reconnaissance faciale en temps réel lors du carnaval de Nice en 2019. Mais voilà, 200 villes en France. On a vu aussi Briefcam installé dans un petit village d'Isère de quelques centaines d'habitants dans le cadre justement du renouvellement du contrat public. Et donc en fait, on est vraiment dans une panoplie en fait de municipalités très diverses qui s'équipent de ces systèmes. Et dernier point, c'est Disclose, le média d'investigation, qui révélait il y a 2 ans désormais que Briefcam avait été utilisé, à notre avis, illégalement depuis 2015 par le ministère de l'Intérieur, par la police judiciaire dans le cadre d'enquêtes pénales. Nous, on pense que c'est illégal parce qu'en fait, il n'y a aucune base juridique pour l'utilisation de ces systèmes qui font gagner énormément de temps à la police. On peut penser que c'est une bonne chose, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une mesure de surveillance doit être prévu en droit, c'est un critère de la Convention européenne des droits de l'homme. En l'espèce, le Parlement n'a jamais discuté d'une loi en la matière. Et en plus, on peut même estimer qu'il y a un détournement de fonds publics parce que les licences ont été achetées avec de l'argent qui était normalement budgété pour la lutte contre le narcotrafic. Alors, on reviendra juste après au problème que pose du coup toute cette vidéosurveillance, cette technosurveillance si on élargit aux autres dispositifs. Mais moi j'ai une question clé à ce stade. Si on déploie tout cet arsenal-là, c'est pour améliorer la sécurité globalement en France et puis éventuellement aussi l'efficacité des services publics, tu commençais à le citer. Moi je vois à Nice,
ça a résolu un problème drastique qui était le double, voire le triple, le fait de se garer en double, voire triple fil. À Nice, c'était les champions du monde. C'est vrai. C'était génial. Tu voulais arriver quelque part, tu te mettais là où tu voulais, devant là où tu voulais arriver, tu tirais le frein à main, t'étais bon. Et depuis, il y a de la vidéosurveillance avec verbalisation automatique des doubles et triple fils. Mais ça a résolu le problème de manière drastique. Je veux dire, chacun peut le voir très, très nettement. Donc, ma question est, au-delà de ce petit exemple très anecdotique que je viens de vous citer, j'en conviens, mais concret, ça marche ou ça marche pas? C'est là où c'est aussi très compliqué d'avoir un débat. Il n'y a aucune évaluation qui a été faite par le ministère de l'Intérieur malgré les milliards d'euros dépensés sur ces technologies, comme je le rappelais. La Cour des comptes en 2020 a fait un rapport qui rappelle qu'il n'y a aucune corrélation entre l'installation de la vidéosurveillance et la lutte contre la délinquance. Il y a quelques études locales qui ont été menées en France et qui estiment que, donc à partir des dossiers jugés par les tribunaux judiciaires, et qui estiment que dans 1% à 3% des enquêtes, les images de vidéosurveillance apportent des éléments significatifs qui aident à la résolution de l'enquête, qui sont même pas forcément déterminants, mais qui contribuent à la résolution de l'affaire. C'est quand même très faible en rapport du coût colossal dépensé sur cette technologie. C'est une action de com par les collectivités pour rassurer, les habitants. Typiquement à Nice, ils n'arrêtent pas de dire que c'est la ville la plus sûre de France, notamment grâce à cet arsenal de vidéosurveillance. Donc c'est la communication en fait. Absolument. Et moi, j'évoque dans le bouquin cette idée d'un solutionnisme technosécuritaire, parce qu'on entend beaucoup parler du solutionnisme technologique, cette idée qu'on va régler des problèmes politiques, par exemple la déléquence, par exemple le fait de se garer en double fil et d'autres choses de ce genre, à travers la technologie. Mais en fait, ce solutionnisme technologique, on le voit dans plein de champs sociaux, plein d'applications, plein de secteurs de la société. Et en fait, ça se double d'un solutionnisme techno-sécuritaire dans la mesure où on pense que la police est toujours la réponse à des problèmes d'incivilité, de délinquance, de violence, sans s'interroger sur les causes profondes, en fait, notamment... on va y venir, Alors, ce que tu me dis, c'est amusant, ça rappelle, c'était Soisic Pénicaud, de mémoire, qui nous avait indiqué qu'il n'y avait pas du tout assez d'évaluation des tests technologiques. Elle nous avait parlé notamment de déploiement de l'IA, pour les agents, et qu'il n'y a pas du tout eu d'évaluation sur est-ce que effectivement c'était bien utilisé. Les critères d'évaluation n'avaient même pas été posés, n'avaient pas été prévus. De fait, il n'y avait pas de suivi. Quelque part, ça fait penser aussi à ce dont on entend parler depuis quelques mois sur le fléchage des subventions, les crédits impôts recherche, etc. pour les grandes entreprises. Il n'y a pas de tableau de suivi. Donc c'est quand même assez étonnant, voire déroutant de se rendre compte de ça. Attends, moi j'avais une question. Mais vas-y, j'avais pris la priorité. Vas-y. En double fil. Non, verbalisation automatique, ça me fait trop peur maintenant. J'ai arrêté. Donc, attends, je résume. Tu nous dis, il y a un arsenal de malades mentales qui s'est déployé en l'espace de quelques décennies, qui a coûté des milliards, dont les gains n'ont pas été mesurés. Et tu sembles plutôt dubitatif sur le fait, sur l'efficacité finalement. Et vous, à la Quadrature du Net, du coup, qu'est-ce que vous dénoncez? Quel est le problème que ça pose par rapport à tout cet arsenal finalement? C'est quoi le souci du jour? Il y aurait plein d'aspects. Il y aurait plein d'aspects. On connaît déjà ce qu'on évoque là sur l'aspect de gabegie budgétaire, subvention d'un secteur industriel sans évaluation, sans retour. Mais bon, ça c'est le rôle de la Cour des comptes. Je veux dire, vous jouez pas à ça à la Quadrature. Non, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est la défense des droits humains, et c'est de rappeler qu'en fait, les quelques règles juridiques qui encadrent ces dispositifs sont de fait pas respectées. Je mentionnais l'exemple de Briefcam. Donc, en gros, concrètement, il y a un article dans le code pénal qui prévoit que si tu surveilles une population illégalement, tu es passible de peine de prison. En fait, le ministère de l'Intérieur, le préfet de police de Paris ont autorisé le vol de drones en manifestation avant l'adoption de la loi sécurité globale, donc sans base juridique. Ils ont été mis en demeure. Il y a eu quelques remontrances de la CNIL ou du Conseil d'État suite à certains de nos recours. Jamais ils ont été inquiétés. En fait, il y a une impunité totale et systémique qui déjà pose question. Et en fin de compte, moi, l'enjeu politique, c'est de se poser la question de ce qu'il advient d'une société massivement surveillée, en fait. Et je pense qu'on tend à l'oublier dans le petit confort des sociétés modernes, à quel point, en fait, glisser d'un régime libéral où la police surveille à titre légitime en respectant le droit à un régime fasciste qui abuse de ce pouvoir, la frontière est fine. Et moi, pour faire sentir, notamment, je l'avais expliqué dès 2019, lorsqu'on avait été invité à parler de reconnaissance faciale à la Direction générale de la Gendarmerie nationale, j'avais pris l'exemple de la résistance dans les années 40 en France. En fait, organiser des réseaux clandestins de dissidence face à un régime fasciste,
c'est impossible dans un territoire massivement surveillé où la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale sont installées à tous les coins de rue, en fait. Donc, oui, mais je vais me faire 2 minutes l'avocat du diable, où je vais allez, je vais me transformer en Madame Michu pendant 2 minutes. vas-y. Il y a des problèmes d'insécurité fous en France, parce que Madame Michu parle comme ça. Il faut bien les résoudre. Moi, ça me rassure beaucoup d'avoir des caméras. Je vois pas où est le problème. Moi, j'ai rien à me reprocher, donc tant pis si je passe toujours devant des caméras. On l'entend, ce discours-là. Oui, on l'entend, mais en même temps, tu vois, est-ce qu'on va s'en tenir à cette quelque part cette doxa qui est complètement installée par un champ politique, des politiciens qui instrumentalisent le sentiment d'insécurité, alors qu'en gros le taux de délinquance est à peu près stable depuis 20 ans. On entend parler d'ensauvagement et de plein d'anecdotes, de faits divers qui sont là pour faire peur. Et en fait, il y a eu aussi une rupture assez importante dans l'histoire de nos régimes politiques à partir des années 60-70. C'est la manière dont le sentiment d'insécurité, même la notion de sécurité, en fait, est devenue justement un enjeu policier. Avant, on parlait de sécurité sociale, on parlait de protéger les gens face au capitalisme, aux inégalités, à la précarité, etc. À partir des années 60, 70, 80, la sécurité, c'est uniquement un problème policier. Et du coup, on a aussi toute une classe politique qui est devenue super forte dans le fait d'instrumentaliser les peurs, une émotion très forte, qui nous rend pas spécialement rationnels, nous les êtres humains, pour imposer des mesures, pour se faire élire. Et donc il y a tout un jeu comme ça, politique et politicien, qui installe cette doxa, alors même qu'elle est souvent en décalage avec ce que peuvent dire les sociologues de la sécurité, ce que peuvent mesurer les statistiques nationales. Et donc c'est très dur d'avoir un débat rationnel, fondé en raison, sur ces sujets. Et surtout, je reviens à cet exemple politique, enfin cet exemple historique et cette hypothèse contrefactuelle. Est-ce qu'on aurait pu faire la résistance en 1940 s'il y avait eu la reconnaissance faciale en temps réel? Je le crois pas. Et en fait, alors que le fascisme monte partout dans le monde, je pense que c'est des questions qu'on devrait se poser sans les écarter d'un revers de main, ni s'appuyer sur une espèce de doxa installée, nourrie par les politiciens. Néanmoins, d'une part, alors toi qui as en plus cette qualité de pouvoir aller loin dans le passé, puisque tu as ces capacités historiques, notamment tu avais sorti un livre dont le titre m'échappe, mais qui étudiait tout ça du 15e siècle, carrément, jusqu'à aujourd'hui. Ce désir de sécurité, il a toujours été là. Les populations se mettaient... disons sous la protection d'un seigneur et après donc d'un État. Donc si on continue de se faire l'avocat du diable, qu'est-ce qui change véritablement aujourd'hui? Est-ce que c'est pas simplement les technologies mises à disposition pour assurer cette sécurité? Et de fait, quelles sont les justifications, en tout cas quels sont les enjeux derrière les justifications politiques qui parlent eux de neutralité technologique, voire de vidéoprotection plutôt que vidéosurveillance, etc. Donc dit autrement, est-ce que c'est pas simplement l'histoire de l'humanité de vouloir se mettre sous la protection de quelqu'un, quitte à en laisser un petit peu de côté ses libertés individuelles? Je suis pas sûr qu'on puisse traiter bien cette question-là dans cette discussion. Et en réalité, là, tu renvoies à des enjeux presque philosophiques ou de savoir si la nature humaine est foncièrement fan de l'autorité, de la mise sous tutelle. Il y a des sociologues comme Bernard Arnault. Simplement, pour pas tomber effectivement dans le champ philosophique, mais historiquement, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire, voilà, pour le dire autrement, que de se mettre sous tutelle, et y compris avec des technologies qui aujourd'hui nous paraissent effectivement peut-être un problème parce qu'on pourrait les utiliser pour d'autres usages justement, et peut-être que c'est ça qu'il faut évoquer là. C'est tant qu'on est surveillé par des caméras pour détecter des problèmes, entre guillemets, où est le problème? En revanche, quels sont les autres usages qu'on pourrait en avoir? Et à partir de quand ça devient véritablement un problème par rapport donc, à cette volonté de protection depuis des années? Pour revenir à l'aspect historique, en fait, la capacité de l'État à administrer l'ensemble d'une population très nombreuse, très mobile, c'est quand même quelque chose de très nouveau en réalité. Le rapport à l'autorité, je le laisserai de côté pour l'instant, mais avant, il y a 300-400 ans, les gens, ou même moins que ça, les gens faisaient leur vie en étant assez loin des institutions, souvent assez loin d'un rapport policier. La police, c'est quelque chose de très moderne. La police telle qu'on la connaît, c'est le 19e siècle en réalité. Donc on est quand même dans une conjoncture qui est pas, qui est pas la suite forcément logique d'une histoire de temps long. C'est la construction de rapports de force et c'est le fruit d'une histoire, certes, mais si on est moderne, on pense qu'on peut aussi prendre les choses en main. Et la grande promesse du libéralisme politique, des grandes révolutions censément démocratiques du XVIIIe siècle, c'est justement la capacité de modeler une société conforme à nos valeurs et notamment conforme aux droits humains à un horizon démocratique.
C'est ça qui est en cause, en fait, in fine, dans le déploiement de ces technologies, c'est quel type de société politique on construit. Et pour rebondir sur un autre aspect de ta question, il me semble que certes, ces technologies nous donnent l'illusion d'une sécurité. Je pense qu'elles permettent aussi, dans la tête de beaucoup de gens qui nous gouvernent et qui président à l'administration de ces sociétés très complexes de par le monde aujourd'hui, il y a un peu l'idée qu'ils ont besoin de ces technologies pour administrer ces sociétés, pour faire en sorte de les faire tenir, alors même que les inégalités explosent, que la crise écologique menace, et qu'en fait, il y a tout un tas de désordres qui... je veux dire, on est sur un fil, quoi. On sent à quel point l'ordre politique est très précaire. Et quelque part, je pense que ces technologies, dans la rationalité des gens qui nous gouvernent, c'est un outil pour faire tenir tout ça. L'histoire nous le dira. Alors finalement, là, Cyril ouvre une grande question, celle finalement des dérives aussi qu'il pourrait y avoir. C'est ça qu'il y avait en creux. Je pense qu'on va voir ça sur la deuxième partie. On va recreuser cette question qui est passionnante et bouillante. Mais avant ça, c'est l'heure de retrouver Gérald Olubowicz pour On refait la tech. On refait la tech. Est-ce que la tech bénéficie d'un régime d'exception ? Est-ce qu'on la traite avec plus d'indulgence que d'autres secteurs, comme si ses excès étaient plus pardonnables, presque inévitables au nom du progrès ? Face aux géants de la Silicon Valley, est-ce qu'on observe souvent une forme de retenue, comme si la fascination ou la peur de freiner l'innovation empêchait d'aller au bout de l'indignation ? Gérald, qu'est-ce qui se joue ici ? Est-ce que vous vous rappelez de cette séquence d'apostrophes du 2 mars 1990 ? On y retrouve un Bernard Pivot en pleine forme, veste en tweed, chemise bleue et cravate à motif, qui s'adresse à un Gabriel Matzneff, écrivain à succès et pédophile autodocumenté. Sur le plateau, l'atmosphère semble légère, on glousse, on pouffe et on est tout sourire à la lecture des meilleures feuilles du torchon de Matzneff. Pour cette chronique, c'est pas tellement la nature de l'horreur décrite qui m'intéresse, non, c'est plutôt la réaction distraite et badine de la quasi-totalité des invités du plateau, à l'exception de Denise Bombardier, écrivaine canadienne, qui avait saisi pleinement l'enjeu de ce qui se tramait. Seule, elle avait jeté un froid quand elle avait dénoncé l'hypocrite présentation de l'écrivain, renvoyant les personnalités présentes à leur conscience. L'exercice télévisuel, à l'époque, les avait conviés à critiquer la forme et doctement, toutes et tous s'étaient lancés dans un débat intellectuel justifiant à grands coups d'arguments les fondements littéraires de l'œuvre coupable. Cette séquence pourrait illustrer les errements intellectuels d'une époque, une façon d'aborder un problème particulièrement tabou pour nos sociétés, mais je crois que ça peut nous aider à comprendre quelque chose du commentaire de la tech contemporaine. Car oui, il me semble qu'en matière de critique, nombre d'observateurs de la Silicon Valley font preuve de la même badinerie, la même distance que sur ce plateau, que le rire remplace trop souvent l'indignation et que les Denise Bombardier se font malheureusement trop rares. Mais alors comment ça se concrétise cette ricanerie de plateau quand on la transpose à nos vies sur les plateformes numériques ? Rappelle-toi qu'en 2017, les premiers deepfakes sont apparus. 99% d'entre eux étaient des pornos dans lesquels les visages des actrices étaient remplacés par le visage de comédiennes du grand ou du petit écran ou de femmes plus anonymes. Sur les réseaux et sur Twitter notamment, la moindre alerte sur le sujet était immédiatement trollée par les relativistes de service qui brandissaient la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre ou d'innover dans un même argument pour ridiculiser tout appel à la régulation des logiciels qui permettaient de faire ces deepfakes porno. Les humiliations et les vies brisées ne valaient jamais grand-chose face à l'impérieuse nécessité de satisfaire les fantasmes les plus crades ou de présenter un écosystème numérique libre de toute régulation. Et dans ce système, la responsabilité, elle se décale à mesure que les arguments deviennent précis. Pour paraphraser un chercheur américain, Julius Doyle, qui travaille précisément sur un modèle similaire pour les questions racistes, ça donne en gros quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a des deepfakes porno, mais pas sur cette plateforme, pas dans mon réseau. Et puis, s'il y en a aussi, moi aussi, je regarde pas. Et puis, si par hasard je suis tombé dessus, c'est par erreur. Et même si c'était intentionnel, ça ne me plaît absolument pas. Voilà, on décale toujours la responsabilité un peu plus loin pour ne pas avoir à gérer les conséquences de nos actes. Et on peut appliquer cette chaîne logique à tous les événements qui mériteraient une critique solide, par exemple. Cet été, la mort de Jean Pormanov, streamer martyrisé en direct sur la plateforme Kik, a déclenché bien sûr beaucoup d'émoi,
mais aussi toute une vague de réactions relativisant l'implication des 2 autres partenaires streamers avec lesquels Jean Portmanov travaillait. Malgré les alertes, malgré l'enquête de Mediapart 1 an auparavant, malgré les plaintes et les visites de gendarmes, rien n'a vraiment permis d'enrayer la dynamique. Bien sûr, il y a de la violence sur Kik, mais sur cette chaîne, c'est un jeu. Et puis, si c'est pas un jeu, je ne regarde pas. Et s'il m'arrive de regarder, je ne participe pas. Et si je participe, c'est très 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 peu, etc., etc. Vous avez compris le principe, on éloigne le problème le plus loin possible. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de notre rapport collectif à la technologie ? Il me semble que nous traitons la tech trop légèrement, sans jamais réellement nous sentir responsables de notre consommation ou de notre rapport à elle. Et ce phénomène est amplifié par le nombre de commentateurs spécialisés qui prennent la fâcheuse habitude de traiter le sujet sur un ton léger pour faciliter les collabs commerciales ou par simple fascination. Par exemple, si on revient à la dernière actualité, l'assassinat de l'influenceur MAGA, Charlie Kirk, a déclenché un débat de société particulièrement véhément sur la question de la liberté d'expression, sur la nature raciste, violente ou misogyne de ses propos, sur la prolifération des armes aux États-Unis, mais très peu de commentateurs tech ont souligné le rôle des plateformes et des algorithmes de recommandation dans son succès, ou même pointé la responsabilité des entreprises qui abritent ces débats dans la radicalisation des discours politiques depuis une dizaine d'années. Et c'est une constante, quel que soit le sujet. La tech est présentée comme une forme d'innovation naturelle et inévitable, un objet de désir et de consommation, un moteur du progrès qui peut échapper aux règles habituelles du jugement critique en vertu d'un exceptionnalisme technologique absurde, cynique, mais complètement assumé. Les discours d'accompagnement de la tech se développent et proposent une vision distancée, rieuse et décontractée. À cela ne manque plus que la veste en tweed, la chemise bleue et la cravate à motifs, comme les rires convenus du plateau télévision d'apostrophe. Cette distance doit être questionnée férocement parce que, vu ses effets dans le réel, il y a un véritable enjeu. Et le soutien aveugle à la Silicon Valley doit changer de statut et ne plus être un marqueur de modernité absolue. Heureusement qu'il y a quelques voix qui se lèvent pour s'indigner et il faut les soutenir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Oui, alors je ne sais pas si on a vraiment soufflé avec la chronique de Gérald, mais en tout cas, merci beaucoup. Félix, la machine est en marche, mais normalement, comme toute machine, on devrait pouvoir, je sais pas moi, l'arrêter ou du moins l'encadrer, l'ajuster, voire la réorienter. Alors on va essayer de voir ensemble à quelles conditions et s'il n'est pas déjà trop tard en fait pour empêcher les algorithmes de dicter seuls la loi, peut-être même la leur. Ou dit autrement, quels sont nos derniers remparts pour nous protéger de ceux qui disent agir pour nous protéger. On va parler donc de garde-fous face à cette montée en puissance sécuritaire. Est-ce qu'on peut encore parler d'un contrôle démocratique ? Et d'abord, j'aimerais te poser cette question dans la droite lignée de la fin de notre première séquence. Est-ce que c'est pas un peu caricatural d'opposer 2 camps, sécurité et liberté de l'autre côté ? Est-ce que la société civile est prête à faire un choix de société entre sécurité ou liberté ? Non, en fait, on devrait avoir les deux. Et la sécurité, je dirais pas que c'est la première des libertés, ça c'est vraiment un retournement. Alors, juste un petit détour historique. Le mot de sécurité, à la base, il est issu du terme de sûreté. Dans les déclarations des droits du XVIIIe siècle dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée qu'en fait, on va protéger l'individu, la collectivité, la population d'ingérence, d'immixtion et de formes de violence de la part de l'État. Okay ? Donc, c'est vraiment dans le rapport des citoyens à l'État que se joue cette notion. Ensuite, elle rebondit beaucoup au début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres après la crise de 29, justement pour parler de la sécurité sociale et de garantir la sécurité des gens face aux méfaits du capitalisme. Et c'est seulement dans l'après-guerre qu'on commence à voir ce terme réutilisé pour parler de sécurité nationale d'un côté, de sécurité, disons, physique ou face à des problèmes de délinquance, d'infraction, de violence qui traversent la société. Donc en fait, on ne devrait pas la sécurité, elle devrait être comprise de manière beaucoup plus large en fait que simplement le fait de ne pas être victime d'infraction ou d'incivilité. Le vivre ensemble, il devrait passer par des questions autour de notre santé, notre capacité à être hébergé dans des logements dignes, à respirer un air sain, à avoir notre alimentation
garanties, qu'elles soient de bonne qualité. Enfin bref, il y a tout un tas d'aspects qui sont L'ancien sens de sécurité tel que tu viens de nous l'écrire, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait pluraliser cette notion de sécurité et revenir en fait à une acception beaucoup plus large et se rendre compte que peut-être dans nos sociétés actuelles, on n'est pas dans un régime politique qui permet de penser toutes ces dimensions, quoi, ou trop mal à mon avis. Ouais. Et donc ça veut dire qu'à cette époque-là, on était libre parce qu'il y avait un cadre qui nous sécurisait, tu le disais toi-même, donc de la maladie. Aujourd'hui, on pourrait le transposer au réchauffement climatique et donc demander des comptes. En quoi l'État me protège du réchauffement climatique? Et donc ça a été déporté sur la sécurité, on va dire, interpersonnelle. Donc on a déplacé le curseur. Et c'est là, en réalité, qu'on ne peut plus associer directement sécurité et liberté, c'est ça? Puisque dès lors, assurer sa sécurité contre autrui dans la rue pour éviter de se faire agresser, ça peut nous priver de nos propres libertés individuelles parce qu'on est obligé d'être traqué, c'est ça? C'est surtout de voir comment cette insécurité-là, elle est aussi le fruit de tout un tas d'autres problèmes sociaux dont on parle trop peu et vis-à-vis desquels on se donne beaucoup moins de moyens budgétaires, financiers, collectifs pour les gérer, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique du logement, qu'il n'y a pas une sécurité sociale. Évidemment, on est aussi les héritiers et héritières de luttes passées, du fait que il y a des politiques publiques autour de ces aspects, mais on est aussi obligé de constater que depuis 20 à 30 ans, c'est des choses qui sont en train d'être délitées, que pour le coup, on parlait tout à l'heure des aides aux entreprises, il y a une réorientation massive des finances publiques vers la perfusion d'un capitalisme parfois très toxique qui contribue à notre insécurité. Et que par ailleurs, nos services publics qui créent du vivre ensemble et créent une forme de sécurité collective, eux, sont en mauvaise santé. On peut penser à l'hôpital, à l'éducation, à l'université, etc., etc. Justement, pour en revenir à ma question, est-ce que tu crois qu'en termes de momentum, aujourd'hui, la société civile est prête à faire un choix de société et choisir entre sécurité, dans son acception la plus contemporaine, et liberté par rapport à ce qu'on voit actuellement dans les infos et les discours politiques? Je sais pas le mesurer, c'est compliqué parce que là encore il y a tellement de formes de manipulation de notre écosystème médiatique à base d'algorithmes ou de médias fascistes sous la coupe de Bolloré et de politiciens qui instrumentalisent la délinquance et la violence à des fins politiciennes, que s'en tenir un peu au sentiment de l'opinion publique tel qu'il est mesuré dans des sondages souvent biaisés, c'est un peu compliqué, quoi. Moi j'aimerais qu'on ait un vrai débat, par exemple à Marseille avec le groupe Technopolis Marseille. On veut aller voir tout un tas d'associations, tout un tas d'acteurs militants, que ce soit les familles de victimes du narcotrafic, que ce soit les gens qui militent pour la sécurité sociale alimentaire, essayer de penser comment est-ce qu'on garantit une sécurité collective sans en passer par la police, autrement en fait, en construisant du lien social, en finançant des services publics et en trouvant des solutions qui soient un peu différentes que simplement la répression et la mise sous surveillance de l'espace public. Une sécurité by design en fait, qui amènerait à ne même pas avoir des questions de répression, on peut le dire comme ça. Exactement. Moi j'ai envie de t'interroger sur... Est-ce que ces dispositifs qui sont faits pour la sécurité, alors je reprends, comme disait Cyril, au sens contemporain du terme, pourraient eux-mêmes nous amener de l'insécurité? Quels sont les risques de dérive? Là, tu en as déjà pointé quelques-uns qui se font jour aujourd'hui, mais qui sont finalement pas si clairs que ça, enfin pas si forts que ça en tout cas. Admettons que ça aille plus loin et que ces dispositifs se retournent finalement contre la population. Quels pourraient être ces risques de dérive? Est-ce qu'on arrive à les imaginer? Je pense qu'on a le miroir que nous tend le régime chinois, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où la police politique de l'immigration, ICE, utilise à la fois les spyware, la reconnaissance faciale pour ficher les opposants politiques qui manifestent lors des opérations d'enlèvement de personnes avant de les déporter à l'étranger. Et on voit comment en fait se combine toute cette surveillance numérique avec des pratiques coercitives qui portent directement sur les corps. Et en France, on voit des choses. Alors évidemment, on n'en est pas à ce degré-là encore, mais on sent à quel point ça pourrait aller très vite dans ce basculement. Mais malgré tout, il y a déjà des formes d'abus qui sont récurrents. La police n'a normalement pas le droit de vous forcer à vous identifier dans la rue. Aujourd'hui, on a des anecdotes sur le fait que la reconnaissance faciale, qui est déjà légalisée par un décret, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui à notre avis est là encore illégal. En gros, ils sont capables de prendre une photo, de la comparer à un fichier, le principal fichier de police qui est le fichier TAGE, qui est un système de reconnaissance faciale, pour retrouver des fiches. Et comme ça permet d'identifier des gens, parce qu'il y a quand même près de 10 millions de personnes qui sont fichées dans le fichier TAGE. C'est un détournement. La reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique est interdite, mais là, ils utilisent une espèce de zone grise finalement pour aller faire de la reconnaissance faciale, pas en temps réel, et dirigé sur certaines personnes qui sont sur... Normalement, c'est autorisé simplement pour des enquêtes pénales par un décret de 2012 qui est passé complètement en soum-soum.
Mais effectivement, cette fonctionnalité de reconnaissance faciale est utilisée dans d'autres cadres avec très peu de contrôle. Un autre exemple dont je parle dans le bouquin, c'est une jeune femme, c'est un avocat qui nous racontait qu'une jeune femme était arrêtée pour vol à l'étalage, mise en garde à vue avec sa comparse. Elle refuse de donner son identité. Les flics la prennent en photo, la comparent au fichier TAGE, et le premier résultat, c'est la photo d'une personne qui lui ressemble très vaguement. Le taux de correspondance affiché par l'algorithme est de 64%. Sauf que la personne fichée est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, d'origine roumaine. Et donc, le procureur puis les juges vont accepter l'idée qu'en fait, c'est la même personne et que du coup, il faut déporter la personne gardée à vue. Elle va être en centre de rétention avant que son avocat ne parvienne à la faire sortir. Et un dernier exemple pour suggérer aussi comment... C'est incroyable, je m'arrête sur cet exemple parce que moi j'avais des exemples comme ça aux États-Unis, effectivement, tout à fait similaires. Je ne savais pas qu'on avait eu ce type de cas en France de personnes qui sont accusées à tort à cause de la reconnaissance faciale. Et ça, c'est quelques cas dont on entend parler par des avocats, mais en fait, si on faisait des études un peu systémiques, sans doute on se rendrait compte que c'est pas du tout un cas isolé, que ça arrive assez régulièrement. Un autre exemple. Et du coup, Félix, juste pardon, pour rester encore 2 secondes sur cet exemple-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi nos droits ? On a le droit de dire aux flics non, vous ne pouvez pas me prendre en photo parce que vous n'avez pas le droit de faire de la reconnaissance faciale. C'est quoi le... Dans le cas d'un contrôle d'identité, on a le droit et on devrait, mais malheureusement, le droit est rarement connu. Et c'est vrai que quand t'es menacé par un policier qui peut t'emmener pour une vérification d'identité au poste pendant plusieurs heures, voilà, souvent c'est pas toujours facile de faire valoir ses droits, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait faire. C'est pas facile d'être dans la négo à ces moments-là. Non, c'est certain, mais c'est pas mal de le rappeler, c'est-à-dire que pas le droit de faire de reconnaissance faciale en temps réel, ça c'est une certitude, et on reviendra sur les textes, notamment à l'échelle européenne, pour voir à quel point ils sont résistants ou pas. Pas le droit de faire de la reconnaissance faciale, même a posteriori, hormis dérogation spécifique, si je comprends bien. Dans le cas d'enquête pénale, sur autorisation du juge. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas tous les jours que les mecs peuvent te prendre en photo, que ce soit avec une caméra, que ce soit avec leur propre smartphone ou un drone. Donc c'est pas normal, et donc tu as le droit de t'y opposer. Bon, d'accord. Donc du coup, vas-y, je te laisse continuer sur ton troisième exemple. L'autre exemple aussi, qui je pense montre un peu comment ces systèmes peuvent mener à une forme de survigilance de la part de la police et mener à des drames. C'est des exemples, par exemple en Belgique ou à Londres. À Londres, la police... Une voiture de police utilise un système de l'API, donc de reconnaissance de plaque d'immatriculation. Donc en gros, c'est de la VSA appliquée à la reconnaissance de plaques, d'ailleurs qui est aussi légalisée en France depuis environ 2012. Je me prends des FPS moi en permanence. Arrêtez avec vos acronymes. VSA, vidéosurveillance algorithmique, on l'a dit tout à l'heure, mais je le rappelle. Ouais. Et FPS, c'est simplement l'amende, quoi. C'est le PV, tu vois. Et l'API, les systèmes l'API, c'est pour lecture automatisée de plaques d'immatriculation. Et donc la voiture de police à Londres avait ça en 2023. Ils flashent une voiture qui est impliquée dans un incident avec arme à feu. Donc ils sont alertés, quoi, pour le moins. Sauf que la voiture est conduite par personne qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Un jeune homme noir. Ils décident de lui entraver la route, de mettre leur voiture en travers de sa trajectoire. Ils descendent et là, ils tirent à bout portant quasiment sur l'individu au volant qui n'avait rien à voir avec cet incident avec arme à feu. Et là, on voit à quel point en fait la force létale et le meurtre policier peuvent être encouragés, déclenchés par le caractère faillible des informations fournies par ces systèmes numériques. Mais du coup, ça soulève une question, Félix. Est-ce que là, le problème, il est technologique ou est-ce qu'il est humain ? C'est les deux. C'est jamais que technologique. De la part à mon sens, c'est toujours l'articulation d'une technologie qui est plus ou moins fiable, plus ou moins précise. Il y a des vrais enjeux. Et là, le problème, c'est qu'en fait, c'est des technologies qui viennent se greffer à des pratiques policières violentes et une institution policière qui, elle-même, comme d'autres institutions, on pourrait parler justement des caisses d'allocation familiale, de France Travail et d'autres, où on a aussi vu comment les algorithmes pouvaient avoir des impacts discriminatoires sur les précaires. On en a parlé avec Hubert Guillot, Soazic Pénicaud. J'ai juste un tout... S'agissant de la police, c'est le racisme policier et les discriminations structurelles. Oui, c'est-à-dire que là, c'est la combinaison des deux, on est d'accord. Mais juste une petite anecdote, puisque là, on était plutôt sur le domaine public. Dans le domaine privé, j'ai lu qu'en Angleterre, il y a une femme qui allait faire ses courses dans un magasin de biens de consommation courante, je crois, et elle se fait retoquer au moment de payer parce qu'on lui dit « Ah ben non, vous êtes fiché chez nous parce qu'on vous a reconnu facialement. » Et puis elle va dans un autre magasin et pareil, et donc elle est complètement blacklistée de ce magasin, alors qu'en réalité c'est pas elle, et qu'en plus la personne avait été fichée parce qu'elle avait piqué pour 10 € de papier toilette. Au Royaume-Uni, ils ont mis en place des systèmes où les commerçants ont un réseau
mutualisé en fait pour reconnaître des shoplifters, comme on dit là-bas. Et ça passe par la reconnaissance faciale. Donc là, en l'occurrence, l'algorithme a dû la reconnaître à tort, en effet, et ça conduit à ces décisions et à ces formes d'exclusion. C'est assez terrifiant. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit point réglementaro-juridique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais amis avocats et autres juristes, vous allez vous régaler. C'est maintenant, c'est votre séquence. Explique-nous un peu. Il y a eu beaucoup de lois, en France en particulier, suite aux attentats. Il y a eu des lois, je crois qu'elle s'appelait la loi sur la surveillance, qui en a remis une couche. En Europe, on est à la fois protégé, je pense, à l'AI Act, mais il y a une loi qui arrive qui s'appelle Chat Control, mais on va faire un point dédié. Que dit cet arsenal juridique et est-ce qu'il va vers toujours plus de renforcement finalement de cette surveillance technologique, voire algorithmique? Oui, clairement. Et même si encore en Europe, il y a des signes contradictoires, puisque notamment après les révélations d'Edward Snowden en 2013 et dans les années qui ont suivi, il y a tout un débat sur justement comment se protéger de la surveillance numérique. Et donc, il y a eu quelques avancées bien insuffisantes, mais notamment le RGPD, le règlement général dédié à la protection des données personnelles, qui apporte quelques armes pour se prémunir au plan juridique. Et nous, notamment, on l'a utilisé pour... Moi, je pense surtout à l'AI Act, parce que l'AI Act, il y a des choses qui sont interdites, dont la reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique, par exemple. Laisse-moi t'expliquer, parce que c'est plus compliqué que ça. Donc, typiquement, le RGPD, on avait pu l'utiliser en 2019 pour faire interdire une expérimentation à Nice et Marseille de la reconnaissance faciale à l'entrée de lycées. C'était une expérimentation voulue par la région. La justice administrative a estimé que c'était contraire au RGPD. Donc en gros, ces textes adoptés en 2016, mis en place en 2018, n'interdisaient pas explicitement la reconnaissance faciale, mais en faisaient une condition de dernier recours qui faisait que c'était en fait très compliqué de justifier l'utilisation de cette technologie. Et le AI Act, qui a été introduit en 2021 par la Commission européenne, a été complètement marketé notamment avec cette idée d'une interdiction de la reconnaissance faciale. Sauf que, en fait, quand tu lis l'article 5 qui porte sur l'interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel seulement, immédiatement après, donc en fait tout ce qui est a posteriori, notamment les usages en fichiétage qu'on évoquait tout à l'heure, eux sont autorisés, mais pour la reconnaissance faciale en temps réel, c'est censément interdit, sauf que immédiatement après, tu as une liste de dérogations, et donc elle est autorisée pour rechercher des suspects de terrorisme, des personnes disparues, et un petit alinéa qui explique qu'en fait que c'est aussi autorisé pour dans le cadre d'enquête pénale, pour toute infraction punie par plus de 4 ans de prison, ce qui concerne quand même une grosse partie du code pénal. Donc, du coup, il y a plein de zones grises en fait dans lesquelles on peut rentrer pour... Et même plus que ça, nous, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que cette AI Act, quelque part, vient défaire ou contourner les protections qu'avait apporté le RGPD et son équivalent dans le champ policier et judiciaire. Ça mène des contradictions, quoi. Et donc, non, en fait, plus que ça, Disclose a montré l'hiver dernier que la France avait joué des coudes à Bruxelles pour obtenir des dérogations très larges. Il y a même une disposition qui explique qu'on peut utiliser des systèmes de VSA pour déduire l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale d'une personne, enfin des choses assez terrifiantes qui rappellent les pseudosciences pseudonymistes du 19e siècle. Oui, et qui vont clairement à l'encontre du RGPD, puisque c'est dans des données dites sensibles, les types d'informations. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur un sujet qui est actuellement bouillant à la Commission européenne et dont, à mon avis, on parle beaucoup trop peu compte tenu des enjeux, qui est la réglementation Chat Control. C'est quoi et qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment à l'Europe? Donc, Chat Control, c'est une disposition, ou un surnom qu'on a donné à une disposition dans un règlement, une directive, qui concerne la protection de l'enfance, donc une cause évidemment très consensuelle et très légitime. Sauf qu'en gros, l'idée, c'est une mesure qui a été notamment poussée par les services de police et de renseignement en lien avec un pan de l'industrie qui est là pour vendre des solutions techniques pour la mettre en œuvre. C'est l'idée que, comme on l'évoquait tout à l'heure, le chiffrement s'est démocratisé. Une grande partie de nos communications sont désormais chiffrées. Et donc, elles sont dures c'est difficile de les dans les messageries comme WhatsApp, mais aussi iMessage d'Apple, celle d'Android, Signal, etc. Tout ça, c'est chiffré de bout en bout, donc personne ne peut accéder au contenu de communication. Normalement, non, ou alors c'est très coûteux, ça demande beaucoup de ressources. Donc, l'idée, c'est que plutôt que de surveiller en cœur de réseau, on va permettre en fait de surveiller avant que les messages soient chiffrés au sein des messageries. Et donc, en fait, Chat Control, c'est l'idée de ce qu'on appelle en anglais le client-side scanning, c'est qu'on va scanner les communications avant qu'elles soient chiffrées, les comparer à une base de données ou à des modèles prédictifs pour voir si ces contenus relèvent, dans le cadre de cette directive, de contenus pédopornographiques. Mais en fait, l'idée, c'est qu'à terme, ça puisse être étendu, ce dispositif, à tout un tas d'autres catégories de contenus pour analyser des communications, les bloquer ou déclencher des alertes en cas de communication suspecte.
Donc c'est effectivement donc il y aurait très plus de controversé. possibilité finalement de communication réellement privée, confidentielle. Edward Snowden doit se régaler là. C'est ça. Et du coup, là, on en est à un stade où on avait obtenu avec la société civile européenne, mais aussi beaucoup d'experts en cybersécurité qui expliquaient qu'introduire des backdoors de ce type, c'était très dangereux. Un vote plutôt positif du Parlement européen qui allait à l'encontre de la proposition de la Commission européenne. Et là, le texte est en train d'être examiné par les États membres dans le cadre du Conseil de l'Union européenne où c'est pas très clair, c'est très opaque. C'est assez dur de savoir ce qui se passe. Mais il y a un vrai enjeu, parce que le vote du Parlement européen, c'était avant la dernière élection européenne. Donc là, le centre de gravité politique a vraiment basculé à droite, voire à l'extrême droite au Parlement européen. Enfin, l'extrême droite est en tout cas très influente. Et donc, on a un peu peur que les États membres reviennent sur la proposition initiale et tentent d'imposer cette mesure très attentatoire à la confidentialité des communications. Bon, c'est réjouissant. Félix, je suis quand même un petit peu tracassé depuis tout à l'heure parce que malgré tout, l'AI Act est probablement le seul rempart qui existe aujourd'hui au monde pour protéger les citoyens de ces dérives, quand bien même, on t'entend, il y a des zones grises, il y a des télescopages avec le RGPD qui fait que peut-être que c'est contre-productif, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir le verre à moitié plein et se dire qu'aujourd'hui, précisément, la reconnaissance faciale en temps réel n'existe pas dans notre pays, est interdite. Quand pas très loin de chez nous, comme par exemple en Géorgie, tu es obligé de t'affubler de masques de carnaval quand tu veux manifester pour éviter de te faire pécho. Et quand bien même, je suis d'accord, la reconnaissance faciale en temps réel, ça a ses limites, puisque dans certains pays, toujours, on fait de la reconnaissance faciale et on va choper les mecs 2-3 jours après, c'est quasiment pareil, quoi. Donc, voilà, j'aimerais quand même savoir si on a des raisons, non pas de se réjouir, mais quand même de se consoler un tout petit peu. Et qu'est-ce qui, toi, te fait personnellement encore espérer que cette trajectoire puisse être inversée ? Ça dépend des jours. J'avoue qu'en ce moment, l'actualité fait que je déborde pas d'espoir, quoi, de renverser la table et que les choses aillent pour le mieux. Malgré tout, avec la campagne Technopolis, j'ai oublié de le rappeler en préambule, mais en fait, c'est un vaste effort collectif qu'on a mené depuis 2019 pour documenter ces technologies policières en France, en lien avec d'autres groupes en Europe, et organiser aussi des formes de résistance locale ou à l'échelle du pays ou en Europe pour défendre nos droits et lutter contre la propagation de ces technologies. On a quand même réussi justement à faire en sorte que la reconnaissance faciale en temps réel, à ce jour, n'est pas autorisée en France, alors même qu'il y a eu de nombreux essais ces dernières années. On a contribué avec plein d'autres à créer un climat politique pour en fait augmenter le coût politique de passer ces mesures. Et c'est ça qui explique que là, Darmanin et Retailleau reviennent à la charge en tentant de légaliser et de justement exploiter les failles dans le règlement IA, le AI Act, pour autoriser la reconnaissance faciale en temps réel. Mais à ce jour, ça n'a pas été le cas. On a aussi cloué au sol pendant plusieurs années les drones du ministère de l'Intérieur pour défaut de base légale. Donc, il y a encore quelques outils juridiques, mais en fait, on arrive seulement à retarder les choses, quoi. Et oui, c'est pas ça. satisfaisant. Et pour revenir à ta remarque, c'est vrai qu'on est obligé de constater qu'en Europe, c'est un peu moins pire qu'ailleurs, qu'on a des lois qui nous protègent un peu mieux. Moi, ça me rend triste en réalité parce que du coup, ça veut vraiment dire qu'au royaume des borgnes, les aveugles sont rois et que. Oui, c'est ça. Est-ce que les digues, elles peuvent tenir ? En retirer une fierté ou être content, quoi. Non, c'est pas l'idée, mais c'est de se dire, bon, c'est un peu moins pire qu'ailleurs, faut pas s'en contenter, mais le sens de ma question, c'était plutôt, est-ce que ces espèces de digues, elles vont tenir longtemps ? Et tu nous cites des noms de politiques qui reviennent à la charge. Toi, tu penses que ces digues peuvent tenir parce que justement il y a l'engagement de la Quadrature, mais pas uniquement. D'ailleurs, tu peux peut-être citer 2-3 autres camarades qui essaient de lutter contre ça. C'est quoi nos moyens de résister et d'aider à ce que cette digue ne pète pas un jour en tant que citoyen ? C'est de se mobiliser, c'est de savoir politiser ces enjeux. On a essayé avec la Quadrature et d'autres, avec la Ligue des droits humains, avec Amnesty International, avec d'autres acteurs partout en Europe, partout dans le monde, de visibiliser ces enjeux, de fournir un peu des clés pour documenter, lutter contre l'opacité systémique et montrer en droit, à partir aussi de valeurs politiques qui sont censées nous animer, à quel point ces évolutions sont dangereuses. Malheureusement, les contre-pouvoirs, ils existent, la CNIL, les juges, mais c'est très dur de les activer, c'est très aléatoire, c'est-à-dire que très souvent, on a des décisions en trompe-l'œil qui sont en fait pas satisfaisantes. C'est rare qu'on obtienne des victoires, et en fait, plus que des victoires, c'est des demi-victoires qui vont juste donner un peu de grain à moudre au ministère de l'Intérieur avant qu'il puisse pondre une loi qui autorisera dans des conditions un peu plus encadrées
avant le prochain fait divers qui permettra d'exploiter du coup un climat un peu plus anxiogène pour autoriser de nouveau ces mesures. Donc on sent que c'est pas vraiment satisfaisant. Je pense que politiser, se mobiliser, ça marche, mais je suis aussi obligé de constater qu'on est trop peu à le faire et que globalement, le contexte politique médiatique dans lequel on mène ces luttes se détériore. Donc ça invite pas franchement à l'espoir. Après, quoi qu'il arrive, participer à ces mobilisations, participer à résister, se mobiliser, ça compte même dans ce contexte très adverse, c'est important de le faire. Se serrer les coudes et un élan collectif et commencer à préparer un stock de masques de carnaval pour ces prochaines années. Merci Félix, c'était un moment évidemment trop court pour balayer tous les sujets en profondeur. En tout cas, je pense qu'on a bien défriché grâce à toi. Je rappelle d'ailleurs ton livre Technopolis, paru aux éditions Divergentes en 2024. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Félix. Merci à vous. Merci Félix, à Allez. bientôt. Et pour vous qui nous écoutez ou nous regardez, restez encore quelques minutes. On va débriefer avec Mick de toutes ces grandes idées et de tous ces points un peu terrorisants. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh ben, on s'ennuie pas quand on est bien accompagné quand même. Hein. Ah, mais c'est souvent le cas, hein, t'as vu. Encore un bel invité, un sujet marquant et qui conduit de manière très chaude. J'ai bien aimé sa punchline. Si on avait eu tout l'arsenal technologique qu'on avait eu dans les années 40, on n'aurait pas pu faire de la résistance. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on comprend de mieux en mieux d'épisode en épisode que tout l'édifice démocratique est en train de fortement vaciller. Je pense que c'est aussi à prendre en considération. Ouais, ça fait flipper. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode avec Félix, on vous renvoie aussi vers l'épisode d'Irénée Regnault, tiens, par exemple, en saison 1. Ouais. Ça date déjà pas mal. Et puis forcément, vers l'épisode de Nastasia Hadjadji et de Olivier Tesquet sur le technofascisme, d'ailleurs, qui est un terme qui est revenu aussi dans les mots de Félix. Ouais, moi, j'ai bien aimé j'en avais pas conscience, tu vois, je l'avais pas réfléchi à ça, cette espèce de glissement de terrain du terme sécurité qui était à la base pour nous assurer une forme de sécurité vis-à-vis de l'État, donc du Léviathan, mais aussi de la vie en général, sécurité sociale, etc., jusqu'à ce que ça décline jusqu'à la sécurité interpersonnelle, on va dire. Donc on voit que peut-être dans le discours politique, à tort ou à raison, il y a eu ce glissement qui nous amène aujourd'hui à opposer sécurité et liberté individuelle. Ça me fait un peu flipper. Ouais, tu as raison, c'est très marquant. Ça nous ramène encore une fois à quel point tech et politique sont mixés ensemble. C'est énorme. Et on a l'impression, à entendre Félix en tout cas, que c'est quasiment un calcul politique d'utiliser cette peur autour de la sécurité et qui est en plus, comme tu le disais, un glissement du terme initial pour déployer un arsenal technologique qui est fou. Il nous a parlé, on pense tous aux caméras, mais il a parlé des drones. Il a parlé des spyware, le truc invisible totalement. Et ce qui est dingue et qui, moi, me marque, et c'est pas la première fois qu'un invité nous le dit, c'est qu'il n'y a aucune évaluation de la performance de ces dispositifs derrière. Et à l'entendre, il ne l'a pas dit comme ça, mais pour lui, ça n'est pas utile, ça ne sert à rien, et voir ça apporte d'autres dangers. Je pense quand même que ça vaudrait le coup de contrebalancer sa vision. Peut-être avec des études, avec des chiffres, peut-être avec un invité qui aurait une tendance politique beaucoup plus à droite. Oui, ou faire pas venir la même chose. Quelqu'un de l'État ou faire simplement quelqu'un de la gendarmerie nationale ou ce genre de choses. Ou la DGSI, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. On peut entendre ce discours. Il y a une forme de marketing, entre guillemets, des narratifs politiques sur c'est plus facile de nous renvoyer vers la sécurité du quotidien plutôt que comment régler le réchauffement climatique. Et puis en plus, là, je veux dire, matériellement, ça se voit, c'est objectif. T'as des caméras, etc. C'est mon histoire des doubles fils et triples fils à Nice, je te jure, ça a été résolu de ouf. De toute façon, on les voit absolument partout. De toute manière, les caméras, c'est vrai que ces histoires de drones, moi j'en avais entendu parler, je crois même pendant le Covid, il y a certains maires du Sud qui voulaient balancer des drones pour vérifier que personne ne sortait, tu vois. Bon, c'est quand même assez inquiétant. En revanche, on a l'AI Act, on est en Europe, on est en France, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui existent. On sent quand même que l'ami Félix, il n'est pas hyper chaud sur le truc. Bon, moi, je trouve qu'on a quand même quelques petites barrières à l'entrée. Ce qui m'inquiète le plus, c'est combien de temps elles vont durer et qui va essayer de les démonter petit à petit. Il nous citait des noms tout à l'heure, il nous parlait de Darmanin, de Retailleau, qui reviennent avec cette idée de reconnaissance faciale en temps réel. Bon, ça...
Il nous montre aussi que malgré ces barrières, il y a quand même des choses qui passent. C'est une barrière un peu passoire. Le cas de la personne arrêtée à tort qui a failli être exclue du territoire alors que c'était pas la bonne personne qui était responsable des faits. Vraiment, moi j'avais plusieurs exemples de ça aux États-Unis avec des personnes qui ont passé 2-3 jours en prison. Je pensais absolument pas, c'était une vraie surprise pour moi, qu'on pouvait avoir ce type de cas-là en France. Je trouve ça glaçant. Non, mais c'est fantastique parce que si tu pars de ce principe-là et qu'effectivement la techno peut se planter, et on en a eu des exemples, que derrière, comme nous le racontait Olivier Sibony dans un autre épisode, le juge s'appuie sur une IA pour savoir si sa probabilité que tu récidives et que l'IA se plante. Enfin, tu vois, là, on nage dans la science-fiction et dans la dystopie qui est totalement terrifiante. Bon, je rappelle quand même qu'encore aujourd'hui, il y a des barrières qui nous protègent, nous, Européens, nous, Français, et que peut-être la seule solution, c'est d'en avoir conscience, d'en demander davantage et essayer de rafistoler les trous pour éviter que ça soit complètement le raz-de-marée. Je fais un dernier petit commentaire qui est un peu à côté du sujet de notre épisode, mais quand même, je voudrais m'excuser auprès de Madame Michu et prendre l'engagement, en tout cas moi, je ne ferai plus jamais référence à Madame Michu. C'est quoi ce délire français d'ailleurs? C'est une expression, tu vois. Déjà, tu pourrais prendre Monsieur Michu ou Monsieur Dupont. Exactement, c'est bien ça le sujet. Pourquoi c'est toujours une madame? Ça évoque la consommatrice cinquantenaire. C'était la responsable des achats, comme on dit en marketing. Mais c'est ça qui est à côté des sujets. Non mais au secours. Alors je promets, j'arrêterai Madame Michu. En même temps que je le disais, je me dis mais où tu vas? Donc voilà, je tenais à vous le dire. On envoie un bisou à toutes les Madame Michu de France et Navarre. Et les Monsieur Dupont. J'en connais en plus. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de passer pour décoder ensemble les mécanismes d'un monde qui se rêve plus sûr, mais à quel prix ? On espère que cet épisode vous permettra d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique. Et à présent, qu'allez-vous faire de ce que vous avez appris ? Si vous aimez notre travail, faites un geste, mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes de podcast, s'il vous plaît, levez un pouce sur YouTube et surtout partagez cet épisode autour de vous. Et avant de nous quitter, je repense à Edward Snowden, justement, qui nous avertissait. Quand on se sait observer, nous agissons de manière moins libre, ce qui signifie que nous sommes effectivement moins libres. À la prochaine.